Bonjour à tous, donc dans cette vidéo, nous allons regarder donc la fiche de cours sur la transformation physique d'un état à l'autre, donc au niveau seconde général, donc en physique-chimie. Donc, grand 1, les changements d'état des corps purs. Donc déjà, quelques petites choses, quelques représentations que vous devez avoir sur l'état solide. Donc en gros, vous devez avoir une représentation de molécules ou d'entités plus généralement qui sont fixes, les unes collées par rapport aux autres dans un ordre, on va dire, un ordre à grande distance. Pour l'état liquide, vous avez aussi les mêmes entités mais qui bougent les unes par rapport aux autres et qui sont plus à touche-touche. Donc c'est un peu l'image du sac de billes qui vous coule entre les mains. Donc ça c'est l'état liquide. L'état solide ce serait plus les billes qui sont les unes touche-touche, collées les unes par rapport aux autres. L'état gazeux, là c'est plutôt vous avez donc les molécules, donc elles qui sont en mouvement perpétuel, qui se choquent et qui sont beaucoup plus espacées qu'à l'état liquide. Donc la transformation physique, donc c'est le passage donc d'un système d'un état initial à un état final, dès que la transformation physique, elle, c'est le changement d'état physique d'une espèce chimique. Donc ici, vous passez d'un état à un autre. Ça, c'est ce qu'on appelle la transformation physique. Donc de passer quand vous passez d'un état solide à liquide ou de liquide à gaz. Alors quelques propriétés, alors quelques noms déjà. Alors quand vous passez de l'état solide à l'état liquide, donc c'est un état qu'on étudie très souvent au lycée, donc c'est ce qu'on appelle la fusion. Quand vous passez donc de l'état liquide à l'état gaz, donc vaporisation. On peut s'en rappeler en disant qu'on forme de la vapeur. Donc ensuite, quand vous passez de l'état solide à l'état gaz, sans passer par l'état liquide, donc c'est possible, on appelle ça la sublimation. Après les états inverses, donc quand on passe de gaz à liquide, liquéfaction, et quand on passe de liquide à solide, solidification. Encore une fois, celui-là est assez facile à retenir, vu que solidification, on forme un solide. Et enfin de gaz à solide, quand on passe directement du gaz à solide sans passer par l'état liquide, condensation. On verra après le code couleur, donc associé à ces trois en bleu, ces trois en rouge. Donc par exemple pour l'équation de fusion de l'eau, on la représente comme une transformation, si vous voulez, une transformation chimique avec une flèche. Sauf que cette fois-ci, regardez bien, vous avez un réactif, si vous voulez, vous avez un produit, si vous voulez, par rapport à ce qu'on a vu. Sauf que ici, c'est la même. C'est donc l'eau, même espèce, donc on prend le même formalisme, si vous voulez, mais le réactif et le produit est le même. C'est juste que le réactif et le produit ici donc, ne sont pas dans le même état physique. Donc par exemple, pour la fusion, on passe de l'état solide à l'état liquide, donc on met H2O, qui est donc la formule de l'espèce. Solide va donner H2O liquide. Donc ça, c'est ce qui vous permet d'écrire pour modéliser, si vous voulez, l'équation de réaction d'une transformation physique. Donc au niveau d'une transformation physique pour un corps pur, donc vous avez par exemple, si vous prenez donc de l'eau et que vous la faites chauffer, vous prenez de l'eau solide, un glaçon, vous le faites chauffer. Donc vous allez avoir un moment où donc ça va être solide, et au bout d'un certain moment, vous allez avoir coexistence de l'état solide et liquide. Cette coexistence de l'état solide et liquide, c'est-à-dire quand le glaçon solide passera à l'état liquide, tant que vous aurez du solide et du liquide qui coexistent, le changement d'état, ce qu'on appelle le changement d'état, donc quand on passe d'un état à un autre, mais il y a un moment où les deux états coexistent, donc c'est ce qu'on appelle le changement d'état, se fait toujours à température constante pour un corps pur. Attention, pour un corps pur, c'est ce que vous avez déjà vu au collège. Donc si en gros on vous montre des courbes où il n'y a pas de plateau, vous pouvez affirmer que le composé qu'on étudie n'est pas un corps pur. Si vous avez des plateaux, vous pouvez affirmer que c'est un corps pur puisque les changements d'état se font à température constante. Donc à partir du moment où quand vous continuez à chauffer, la dernière, si vous voulez, le dernier petit morceau de solide est passé en liquide, dans ce cas-là, la température va augmenter et vous n'aurez qu'un seul état, l'état liquide. Arrive un moment où vous allez arriver au-delà de la température d'ébullition, une température donc de vaporisation. Et donc dans ce cas-là, vous aurez coexistence de l'état liquide et de l'état gazeux. Donc là encore une fois, donc vous serez dans la vaporisation qui est donc le changement d'état de liquide à gaz. Tant que vous n'aurez pas tout transformé le liquide en gaz, vous serez donc à température constante qui correspond à la température d'ébullition ou température de changement d'état. Ensuite, la différence entre la fusion et la dissolution, c'est souvent une confusion qu'on fait. Donc on vous dit ici, la dissolution d'un corps pur nécessite un solvant et correspond à la dispersion donc des entités du soluté parmi les molécules du solvant. La fusion est le changement d'état de solide à liquide d'un corps pur. Alors la confusion qu'on fait, c'est généralement avec le sucre.
donc le sucre, quand vous le mettez dans un verre d'eau, dans un café, dans tout ce que vous voulez, donc il se dissout. Donc ça veut dire que les molécules, donc les entités du sucre, donc ici, se dispersent dans le solvant qui est dans un café par exemple, de l'eau. Ça, c'est la dissolution. Si vous voulez faire fondre du sucre, donc quand vous mettez du sucre dans de l'eau, il ne fond pas, il se dissout. Si vous voulez le faire fondre, bah, il faut le mettre sur une plaque, dans un- dans une casserole, et il faut le faire chauffer, mais sans eau. Et quand vous allez voir ça, vous allez voir qu'il va changer d'état. Il va dans ce cas-là fondre, il va passer de l'état solide à liquide. C'est pas du tout, du tout, du tout la même chose. Alors c'est important que vous compreniez bien la différence. Donc, par exemple, ici vous avez un solide, cristal de sucre. Donc ici vous avez du sucre, donc solide, vous avez du saccharose, représentation avec des entités de saccharose, les unes par rapport aux autres, rangées avec un certain ordre à grande distance. Et ici vous avez une solution aqueuse, quand vous mettez ça dans de l'eau, vous voulez disperser donc chacune des entités de saccharose les unes par rapport aux autres, mais tout ça, donc chaque en gros ici entité de saccharose sera entourée de molécules d'eau, d'après la légende ici. Donc quand vous avez la fusion, une autre manière de représenter ça, la fusion c'est vous passez de petits triangles ici, bien ordonnés, à des triangles qui sont à touche-touche et qui bougent les uns par rapport aux autres. Ça c'est la fusion. La dissolution, quand vous dites je vais dissoudre, donc dans ce cas-là, c'est vous prenez la même entité, ici ordonnée, et vous la mettez dans de l'eau. De l'eau, ici, regardez bien, c'est des petites particules, ici représentées en rose, des molécules de solvant, qui sont les unes touche-touche, qui peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Et bien, quand vous mettez le soluté dans ce solvant, dans ce cas-là, vous dispersez les particules de soluté dans le solvant, et donc chacune des particules de soluté, ici en bleu, est entourée de particules de solvant, et elles se dispersent dans le solvant. C'est pour ça que quand vous mettez du sucre dans un café, si vous remuez, après le sucre normalement est réparti de manière uniforme dans votre café. Ensuite, les transferts d'énergie. Alors on vous dit ici un transfert thermique, Q, donc est l'énergie échangée sous forme de chaleur pour une espèce chimique. Il est exprimé en joule. Donc si c'est un transfert thermique et que c'est une énergie, l'unité d'une énergie c'est le joule, le symbole grand J. Son signe est fixé par convention. Alors pour une espèce chimique, quand vous recevez de l'énergie, c'est compté positivement. Quand vous cédez de l'énergie, quand vous la perdez, c'est compté négativement. C'est un peu comme un compte bancaire, si vous voulez. Pour au niveau des conventions, je parle. Quand vous recevez sur un compte bancaire de l'argent, bah, sur votre compte, il y a marqué plus. Et quand à chaque fois que vous dépensez, vous cédez de l'argent à quelqu'un, et dans ce cas-là, c'est compté négativement sur votre compte. Bien sûr, c'est juste pour l'image. Ensuite, l'énergie libérée donc, lors d'un changement d'état. Donc un changement d'état s'accompagne d'un transfert d'énergie. Ce transfert d'énergie peut être quantifié donc, par une relation qui est Q, donc le transfert d'énergie, le transfert thermique, est égal à la masse en kilos fois ce qu'on appelle la chaleur latente en joules par kilo. Là concrètement ça veut dire quoi? La chaleur latente, ça veut dire qu'en gros c'est l'énergie qui va être transférée pour une certaine masse de composés. Donc concrètement, si vous prenez 1 litre d'eau, que vous essayez donc de le faire bouillir, donc ce litre d'eau, ça va vous coûter, vous allez devoir apporter de l'énergie. Ben, cette énergie est liée à ce qu'on appelle la chaleur latente, qui est en joules par kilo. Donc c'est-à-dire en joules par kilo, c'est-à-dire le nombre de joules qu'il faut par kilo pour que vous passiez par exemple de l'état liquide à l'état gazeux. Donc la chaleur latente, si vous voulez, en joules par kilo, ben, c'est l'énergie par kilo qu'il faut fournir ou que vous allez obtenir quand vous allez faire changer 1 kg en masse de l'espèce considérée. Donc si le système reçoit de l'énergie, dans ce cas-là, ce Q est supérieur à 0. On est dans ce cas-là dans ce qu'on appelle des transformations endothermiques, ce qui s'appelle la fusion, la vaporisation et la sublimation. Si le système libère de l'énergie, dans ce cas-là, Q est inférieur à 0 et on aura ce qu'on appelle dans ce cas-là des transformations exothermiques, la solidification, la liquéfaction ou la condensation. Donc là, ça veut dire que vous libérez de l'énergie. Donc potentiellement, vous allez avoir l'impression que quand vous touchez un récipient où il y a une transformation exothermique, vous allez avoir l'impression que le récipient, vous n'allez pas avoir l'impression, le récipient où vous allez faire la transformation donc va avoir tendance à chauffer.
puisque la transformation va libérer de l'énergie qui va réchauffer le récipient. Au contraire, si vous avez une vaporisation qui est une transformation qui est endothermique, comme la fusion, la vaporisation ou la sublimation, dans ce cas-là, si vous faites donc cette transformation dans un récipient, vous allez avoir l'impression que, encore une fois, vous allez voir que le récipient va avoir une température qui va baisser. Pourquoi? Parce que il faut qu'en gros l'énergie provienne du milieu extérieur. Donc en gros, si on veut que la transformation puisse se faire, il faut que donc cette transformation, faut qu'elle reçoive de l'énergie, et cette énergie, elle va aller le prendre dans le milieu, ce qu'on appelle le milieu extérieur. Le milieu extérieur commençant tout de suite généralement par le support de là où on fait la transformation, c'est-à-dire je sais pas, le bécher, l'Erlenmeyer, le tube à essai, etc. Donc si vous avez une transformation exothermique, ça libère de l'énergie. Si vous avez une transformation endothermique, absorption d'énergie. Alors je vous ai mis ce mot-là parce que absorption, donc quand on absorbe, on reçoit de l'énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous faire avoir par les pseudo-synonymes. Et si vous avez une réaction qui ne libère ni qui n'absorbe pas d'énergie, on dit dans ce cas-là que la réaction est athermique. C'est-à-dire qu'en gros, vous faites une réaction thermique dans un tube à essai. Le tube à essai ne change pas de température. Donc là, c'est pour ça qu'ici vous aviez des codes couleurs tout à l'heure. Donc là, vous avez donc la sublimation, la vaporisation et la fusion, elles qui sont ici donc des transformations qui sont endothermiques, alors que bien entendu, si dans un cas c'est endothermique, c'est-à-dire si ça absorbe, ça veut dire que dans l'autre cas, assez logiquement, ça libère de l'énergie. Donc par exemple ici on vous dit l'énergie massive de changement d'état dépend donc de l'espèce chimique. Toutes les espèces chimiques peuvent changer d'état et disposent d'une chaleur latente donc qui leur est propre. Donc par exemple pour l'eau, la chaleur latente de vaporisation c'est 2,3 fois 10 puissance 6 joules par kilo. Donc cela signifie que la vaporisation d'un kilo d'eau qui nécessite 2,3 fois 10 puissance 6 joules est endothermique. Donc si elle est endothermique, ça veut dire que ça, c'est une énergie qui est, donc c'est bien la vaporisation, donc ici, donc ça, c'est une énergie qui est nécessite, ça veut dire qu'elle a été obligée de l'absorber. Tandis que sa liquéfaction, qui est donc la transformation inverse, elle va libérer 2,3 fois 10 puissance 6 joules. Si dans un sens, pour aller de là à là, vous avez besoin de 2,3 millions de joules par kilo, là, vous allez libérer 2,3 millions de joules par kilo. Alors pour déterminer donc les transferts thermiques, il y a une méthode qui peut être utilisée, et une parmi tant d'autres, hein, il n'y en a pas que celle-là, c'est ce qu'on appelle la méthode des mélanges. Donc vous prenez un calorimètre thermiquement isolé, c'est-à-dire qu'on va supposer que tous les échanges thermiques, donc que la somme des transferts d'énergie transférée par les différentes parties est nulle. Donc c'est pour ça que ces parois sont isolées. Donc en gros, vous mettez ici votre milieu, vous mettez un agitateur pour homogénéiser, vous mettez un thermomètre. Donc ça vous permet de déterminer donc une énergie massique de changement d'état. Pourquoi? Parce que ici, vous additionnez toutes les transferts thermiques qui se passent au milieu. Alors il y a bien entendu le changement d'état du corps que vous étudiez, mais il y a aussi bien entendu celui du calorimètre, puisque le calorimètre est une espèce, si vous voulez, une espèce qui va jouer, c'est-à-dire qu'il va avoir un changement, les parois ici vont jouer. Donc c'est pour ça qu'il y a un transfert thermique lié donc à ces parois, mais quand vous additionnez tous les transferts thermiques, donc qu'ils soient endothermiques ou exothermiques, à la fin ça doit faire 0. Ensuite, donc le bilan en image. Donc quand vous êtes solide ou liquide ou gaz, donc la dissolution. Donc la dissolution, c'est vous prenez un solide, un liquide ou un gaz, vous le mettez dans de l'eau, et dans ce cas-là vous dispersez donc au sein des molécules de solvant donc les différentes entités. Ensuite, pour ce qui est donc de la transformation, des transformations, alors là on vous dit transformation exothermique. Donc ce sont des énergies qui sont cédées par le système, et vous avez ici donc les transformations endothermiques, donc ce sont des énergies qui sont reçues. Alors bien sûr on vous donne les noms, condensation, solidification, liquéfaction, fusion, sublimation, vaporisation, mais ce que je voudrais surtout que vous reteniez, c'est que l'état solide, l'état liquide, c'est important que vous ayez des images en tête, et les images en tête qu'il faut avoir, c'est donc pour un solide,
Donc c'est des billes bien ordonnées les unes par rapport aux autres et qui sont tous à touche-touche à grande échelle. Pour les liquides, c'est des billes qui sont donc à touche-touche mais qui peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Pensez au sac de billes. Et enfin pour les gaz, vous avez des billes ici qui ne se touchent pas, qui peuvent se choquer mais qui ne se touchent pas. Donc ça c'est pour le gaz. Alors, après vous avez bien sûr toutes les propriétés que vous avez vues au collège sur les solides, les liquides et les gaz. Pour ce qui est donc des transferts thermiques, donc la chaleur Q, transfert thermique égale M fois L. Alors vous remarquerez que dans certains manuels d'exercice, le grand L est noté petit l. La masse est en kilo, la chaleur latente est toujours en joules par kilo pour obtenir bien sûr un transfert thermique en joules. Si vous cherchez donc bien entendu l'énergie massique de changement d'état ou la chaleur latente, dans ce cas-là, vous divisez et vous faites une expression pour obtenir L égale Q sur M. Je vous encourage aussi à aller voir donc, les pages 102 et 103 de votre manuel qui peuvent être intéressantes pour ce chapitre-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.